Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, nous sommes le vendredi 17 juillet 2015, bienvenue au point de marché Good Morning CAC 40, Vincent Gann pour vous retrouver ce matin pour faire cette fois-ci un point de marché avec beaucoup plus de hauteur que le rendez-vous des scalpers auquel vous avez peut-être assisté, où nous avons décortiqué les bougies intraday, notamment l'horizon de temps 15 minutes. Une session importante sur le plan des fondamentaux pour l'économie du Canada, l'économie des États-Unis d'Amérique. Ce matin sur le dossier grec, un ultime vote parlementaire et pas des moindres. Le troisième plan d'aide sera donc étudié et soumis au vote des parlementaires allemands à 10 h, donc ce matin. Je vais revenir sur les détails des prochaines dates majeures à surveiller sur la saga grecque tout au long de l'été. Bien sûr, le calendrier économique du jour et des graphiques swing, des graphiques journaliers, hebdomadaires, pour prendre un peu du recul par rapport à ce que souvent représente le bruit intraday sur les graphiques justement intraday. Alors, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques. Le trading sur devises et CFD comporte un haut niveau de risque. C'est bien sûr ici une présentation qui est réalisée à titre purement indicatif, dans laquelle vous ne trouverez aucun conseil de trading. La gestion du risque, c'est le plus important. Cela vous appartient, c'est à votre discrétion. L'analyse graphique met en avant des niveaux de prix qui permettent justement de gérer le risque financier. C'est le plus important lorsqu'on ouvre une position sur le marché. Alors, tout d'abord, la Grèce. La Grèce, on arrive au bout. Enfin, le marché se projette d'ailleurs sur l'issue de ce dossier grec depuis le milieu de la semaine dernière, avec un rebond extrêmement marqué des marchés actions au sein de la zone euro. Ce vendredi 17 juillet, je vais me concentrer sur deux choses. Je vais me concentrer d'une part sur les statistiques américaines, les statistiques canadiennes et bien sûr sur le vote allemand au Bundestag, mais pas seulement, puisqu'aujourd'hui le trésor public grec doit rembourser 1 milliard d'euros dans le cadre d'une obligation d'État classique qui avait été donc ouverte avec les créanciers, cette fois-ci privés. Vous avez sous les yeux donc un tableau de tous les événements qui concernent la dette publique grecque. Ce tableau commence, vous constatez, depuis le début du mois de juillet. Un certain nombre d'événements ont donc été augmentés. Hier notamment, le 16 juillet 2015, avec la Banque Centrale Européenne qui a donc annoncé l'augmentation de l'enveloppe de liquidité d'urgence ouverte aux banques privées grecques à hauteur de 900 millions d'euros. Aujourd'hui, le vote donc par le Parlement allemand, le Bundestag, l'équivalent de notre Assemblée nationale, la chambre basse, si vous voulez. Le Sénat là-bas, c'est le Bundesrat. Bref, le Bundestag s'exprime donc ce matin. Espérons, à l'image du Parlement finlandais ou du Parlement letton, que les parlementaires allemands vont valider définitivement le troisième plan d'aide. La Grèce aujourd'hui rembourse 1 milliard d'euros et surtout lundi prochain, mais a priori cela se passera correctement, cette fameuse échéance dont tout le monde parlait depuis le début du mois de juillet, les 3 milliards 500 millions d'euros vis-à-vis donc de la Banque Centrale Européenne. Alors ensuite, le dossier grec va probablement être mis entre parenthèses jusqu'au début du mois d'août, puisque d'ici là il n'y aura pas de nouvelles échéances, et notamment donc celle du 20 août à nouveau vis-à-vis donc de la Banque Centrale Européenne. Ce tableau il est important, vous devez le connaître, je vais vous le proposer via la section news en temps réel, et puis bien sûr aussi dans un article sur notre site. Retour donc aux fondamentaux classiques des marchés, il était temps. L'agenda économique aujourd'hui, le vendredi 17 juillet, se concentre essentiellement sur l'ouverture de la session américaine et la seconde partie de la session européenne, avec des statistiques importantes à suivre au Canada et aux États-Unis. Vous avez tout d'abord sous les yeux les statistiques américaines que nous allons suivre. À 14h30, l'indice des prix à la consommation au mois de juin. Ça, c'est primordial, c'est le régime des prix. C'est ce que surveille avec le marché du travail en priorité la Réserve fédérale. D'ailleurs, cette semaine, la Réserve fédérale, à travers le discours de sa présidente, s'est exprimée au Congrès des États-Unis. Le Congrès, c'est deux chambres. La Chambre des représentants et le Sénat. La Chambre des représentants, c'était mercredi. Le Sénat, c'était hier. À l'issue de ces deux conférences de presse, de discours de Janet Yellen, le marché a réajusté ses anticipations vis-à-vis des perspectives de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Voici quelles sont maintenant les données. Le marché envisage à hauteur de 70% la probabilité que la Fed relève ses taux cette année.
À 14h30, les mises en chantier de logement. Et enfin à 16h, l'indice de confiance de l'Université du Michigan. Je vous poste ça dans la section commentaires et on va prendre beaucoup plus de recul. Je vais aussi énormément parler de la livre sterling parce qu'elle est forte. Elle l'était. Elle avait toutes les bonnes raisons techniques et fondamentales de l'être. Je vous ai montré en début de semaine l'analyse technique de la livre sterling index. Elle reprend sa marche en avant. Le GBP USD était hier sur un support, il a fonctionné, c'est boule. Le GBP Yen idem, le GBP CAD idem, l'euro GBP qui s'enfonce. La livre sterling partage toujours avec le dollar américain le statut de monnaie forte, mais la livre sterling prend le dessus sur le dollar américain et c'est ce que je vais vous montrer à travers l'analyse technique du GBP USD. Voilà donc pour cette introduction. Avant d'en venir à des graphiques en données 4 heures, laissez-moi prendre un peu de hauteur de vous proposer le panorama que je viens de détailler. Voici donc concrètement ce que nous vivons sur l'indice CAC 40 depuis la semaine dernière. Tout simplement la fin de la consolidation, qui est globalement restée tout à fait sous contrôle. Premier temps de hausse en octobre dernier. Deuxième temps sous la forme d'un triangle très classique pour une vague 2. Vague 3 impulsive, la plus forte, en extension, à l'intérieur de laquelle on retrouve au moins une bonne dizaine de vagues, portées par le quantitative easing de la Banque Centrale Européenne. Une vague 4 en 3 temps, ABC. Troisième temps qui s'est terminé sur 4598 points, le précédent sommet de l'année 2014. Le cours de clôture du 22 janvier dernier annonce par la Banque Centrale Européenne du programme de quantitative easing. Et donc la semaine dernière, lorsque le marché a commencé à se projeter sur un accord pour octroyer une nouvelle ligne de crédit à la Grèce. Le marché a enchaîné les séances consécutives de hausse, des gaps haussiers que vous ne voyez pas ici bien sûr, sur le CFD, engageant pour l'été 5284 points. Sauf que l'été c'est long. Ma conviction est que ce marché ira d'ici mi-septembre à au moins 5284 points. Alors va-t-il y aller en juillet et en août? Ce sont les limites de la prévision boursière. C'est ce qu'on va tenter de décortiquer cette fois-ci à l'aide des graphiques intraday. Mais voici en tout cas ce que j'estime être la cible estivale sur l'indice CAC 40, les 5284 points. Un autre graphique en données journalières sur lequel je souhaite revenir, c'est bien sûr le taux de change euro-dollar. Le taux de change euro-dollar qui durant tout l'épisode grec est resté coiffé par cette oblique de résistance en place depuis l'été 2014. La tendance du taux de change euro-dollar reste donc fermement baissière et on peut constater que le bruit intraday sur un graphique journalier c'est invisible. On ne constate que la dynamique générale des cours. Mon anticipation sur le taux de change euro-dollar est ce tant que le marché se maintient sous cette oblique et notamment la possibilité de voir le marché construire un double top sous les 1,1465 $, c'est bien sûr une anticipation négative. Reste que le taux de change euro-dollar est revenu cette semaine sur un prix pivot important, les 1,0820 $, le plus bas de la séance du 27 mai. Et donc tout au long de la semaine, le taux de change euro-dollar s'est donc approché justement de ces niveaux des 1,0820 $, essentiellement porté par l'appréciation du dollar US, mais aussi un euro sous pression. Voilà donc où en est ce marché en utilisant les graphiques en données journalières. Il y est à proximité, la première résistance swing, elle se situe à 1,0970. Donc le marché est quand même à 70 pips de la première résistance en données journalières. Autre graphique en données journalières sur lequel je tiens à revenir, c'est bien sûr celui de l'once d'or. L'once d'or sur lequel je défends une vue de marché négative depuis le 18 juin dernier et la dernière réunion de la Réserve fédérale. L'idée c'est quoi? C'était de revenir tout d'abord sur ce niveau horizontal très important à 1142 $. Hier sur notre site, je vous ai proposé un article sur justement les perspectives de l'once d'or en 2016. Once d'or, les deux raisons qui peuvent faire baisser le métal jaune jusqu'à 1000 $ en 2015. Alors vous pouvez relire cet article, je vous en donne le lien. Tout simplement pour vous rappeler que au-delà du lien entre le prix de l'once d'or et la dynamique générale du dollar américain, il y a d'autres facteurs qui font que sur le plan fondamental, les marchés financiers inondés de liquidités, même en période d'aversion au risque, ne se sont pas tournés vers les métaux précieux. Et c'est ce que tente d'expliquer cet article. S'il vous intéresse, je vous invite à le lire. Reste que on revient sur support, je n'anticiperai pas la cassure du support, on reste dans ce canal de baisse. Une fois le support, si le support cède, eh bien l'idée c'est de revenir sur les plus bas de l'année 2014 à 1130 $. Attention, 1130 $, si le marché bascule en dessous, là ça devient sérieusement compliqué
puisqu'en ligne de mire, ce sera bien sûr le niveau des 1000 dollars. Les marchés actions US, j'en reparlerai dans l'émission Wall Street Insider cet après-midi avec toutes les statistiques américaines à suivre, notamment l'indice des prix à la consommation, mais pas seulement, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan au mois de juillet. C'est la lecture préliminaire, c'est la plus importante, mais ça, c'est le programme de cet après-midi. Le pétrole, n'oublions pas le pétrole, avec la perspective, mais pas seulement, il y a bien sûr aussi le rôle du dollar américain, mais avec la perspective, et je vous proposerai tout à l'heure un graphique en données hebdomadaires, vous allez voir que clairement l'anticipation reste négative. Alors c'est pas ce chart que je voulais vous montrer, mais je vais le retrouver. Avec donc la perspective de voir l'Iran, à horizon quelques mois, arriver sur le marché du pétrole, avec notamment l'accord entre les pays occidentaux sur le nucléaire. Et puis on voit encore hier la Grande-Bretagne qui annonce son intention de réouvrir une ambassade. Bref, l'offre énergétique de l'Iran va arriver à nouveau de manière classique sur les marchés internationaux. Un regain d'offres donc qui a exercé depuis la fin du mois de juin une pression sur le prix du pétrole. Sur le contrat US Oil, ma vue de marché tout au long de la semaine a été de dire que sous la résistance à 54 $, le biais est négatif. Jambe de baisse, phase de transition latérale, un schéma classique de pause avant réengagement de la tendance précédente, à savoir une dynamique négative depuis les 62 $. Donc, si le marché en sort par le bas, ce que j'anticipe, eh bien, la prochaine étape, c'est de revenir non seulement à 50 $, mais surtout à 47 $. Ça, c'est pour l'analyse technique swing du prix du pétrole. L'euro-dollar, le CAC, l'once d'or, voici donc pour les graphiques en données journalières sur lesquels je souhaitais revenir. Maintenant, si vous le voulez, on va se concentrer sur les graphiques intraday. Je vais notamment vous parler de la livre sterling, car cette semaine, c'est la monnaie la plus forte. Le marché continue de se projeter sur, comme pour la Fed, un relèvement du taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre. Alors dans le cycle monétaire, malgré tout, le marché la positionne en retrait de la Réserve fédérale. Mais regardez l'analyse technique que je vous ai proposée hier sur le GBP-USD. Sur le GBP-USD, on a donc ce canal à faible pente, c'est normal, c'est la confrontation des deux monnaies leaders sur le marché d'échange. Reste que un niveau pivot existait à 1,50 $, et il a été débordé au début de la semaine. Je vous ai proposé sur ce marché ce canal de progression. Alors vous avez la possibilité de le faire sur votre plateforme en exposant les bougies japonaises en données 4 heures pour tracer tout simplement, c'est la base en analyse technique. La base de l'analyse technique, c'est l'analyse chartiste, qui consiste tout simplement à tracer des lignes de tendance, des niveaux de support, des niveaux de résistance sur vos cotations, alors soit des cours de clôture, des bar charts ou des chandeliers japonais. Sur vos chandeliers japonais, je vous invite à le faire en utilisant l'extrémité des chandeliers, ce qui vous permet d'attraper la volatilité haute et la volatilité basse du marché. Vous avez donc depuis le 9 juillet ce canal de progression, les cours qui débordent ici le 14 juillet le niveau des 1,5550. C'est un mouvement qui est propre à la livre sterling et qu'on le retrouve sur l'euro GBP qui casse des supports, le GBP yen qui dépasse des résistances, le GBP CAD qui reste fermement haussier. Certes, la baisse surprise du taux d'intérêt par la Banque centrale du Canada mercredi a facilité le mouvement, ça j'en reparle cet après-midi puisqu'on a aussi des statistiques canadiennes à suivre, donc on a un gros programme aujourd'hui. Et le GBP AUD qui conserve aussi une dynamique haussière bien construite. Le GBP USD était donc hier sur support, exploitable pour une stratégie haussière. Pourquoi? L'analyse technique donne des niveaux de prix qui permettent de gérer les risques financiers. Le niveau des 1,5550 permettait de défendre une stratégie d'achat. Pourquoi? Parce que le niveau de stop, et c'est la priorité, on pense d'abord à son stop avant de penser à son objectif de cours. Le niveau de stop, c'était simple, c'était sous les 1,5550. Alors forcément, maintenant, on peut remonter si vous avez utilisé le niveau. On revient en contact des sommets du début de la semaine, 1,5667, au-delà de ce niveau horizontal. Et je pense que cela peut passer tant que le marché évolue dans ce canal de hausse. C'est de voir le GBP USD bien derrière rejoindre le niveau des 1,5750 et puis des 1,58 si donc cette résistance est débordée. Alors la livre sterling, elle est forte. Elle est forte.
et c'est notamment quelque chose qu'on retrouve sur le GBP-CAD. Le GBP-CAD qui est revenu, lui aussi, tester cette oblique qui attrape toute la progression des cours depuis le 14 juillet. Ce qui est intéressant à travers le GBP-CAD, c'est qu'on a la confrontation cette semaine de la monnaie la plus faible et de la monnaie la plus forte. Sur la semaine, le leader, c'est la livre sterling. Celui qui ferme la marche, c'est le dollar canadien. Et donc forcément, le taux de change GBP-CAD, malgré 2000 pips de hausse depuis 2 mois, reste encore cette semaine la devise la plus forte, avec à la fois les bonnes raisons fondamentales et les bonnes raisons techniques. Donc globalement, le tableau, il est presque parfait. Le GBP-CAD tient sa toute première ligne de tendance. Je vous ai proposé mercredi, lorsqu'on a fait le tour d'horizon des paires en dollars canadiens, l'étude des graphiques en données mensuelles, qui vous montre que ce taux de change peut rejoindre cet été le niveau des 2,05. Le GBP-CAD à court terme a donc débordé ici le niveau des 2,0230. 2,0230, c'est désormais le premier niveau de support. La dynamique haussière se poursuit. 2,0230, c'est désormais un niveau qui peut être utilisé pour gérer son risque et poursuivre donc la phase d'avancée de ce marché. Alors puisque je suis sur la livre sterling, on va continuer et je vais notamment me concentrer sur l'euro GBP. L'euro GBP qui a donc cassé un support, qui a donc cassé cette semaine le niveau des 0,7013 et qui continue donc de s'enfoncer davantage. L'idée c'est de rejoindre les 0,69. Bon, on vient quand même d'enchaîner 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances consécutives de hausse. Un rebond technique peut avoir lieu. Si c'est le cas, eh bien l'idée ce serait d'exploiter cette oblique ici pour adopter donc une stratégie de vente dans le sens de la tendance. Le GBP AUD, et puis ensuite j'étudie l'ensemble des paires majeures, mais je voulais faire d'abord un topo des paires en livres sterling. Le GBP AUD, pullback, cassure de résistance, pullback, premier support, 2,10,14, la dynamique reprend. Le bémol c'est quoi? C'est que lorsque j'étudie ce canal de progression sur le GBP AUD en données 4 heures, alors c'est fort forcément, mais on reste collé à la partie haute. Alors l'idée c'est quoi? Je ne sais pas si on peut d'un coup comme ça retenter une extraction par le haut du canal, mais je pense par contre que le niveau des 2,010 est un bon niveau de support et que si le marché revient dessus, il peut être utilisé justement pour des stratégies positives. Alors maintenant on va évoquer les paires majeures. Je reviens d'abord et dans un second temps ensuite sur l'analyse technique intraday des marchés actions de la zone euro qui attendent ce matin le vote au Bundestag, avec d'ailleurs des contradictions négatives de momentum qui voient le jour et qui vont se traduire sur les marchés actions de la zone euro par une phase de transition latérale, éventuellement, et ce serait parfait, des retours sur support, alors ça ce serait idéal à exploiter. Le taux de change euro-dollar est en train de s'affranchir de la ligne de tendance qui coiffait les cours tout au long de la semaine. Je pense qu'on peut donc la supprimer. Elle perd son rôle de résistance qu'elle a eu tout au long de la semaine. Lorsqu'on casse une ligne de tendance, ça ne signifie pas que la dynamique s'inverse. La dynamique change. Lorsqu'une dynamique change, elle passe d'une phase de baisse à une phase de neutralité. Nous avons donc dans l'immédiat un taux de change euro-dollar qui passe d'une tendance de baisse tout au long de la semaine à un marché neutre. Un marché désormais neutre après avoir tout de même perdu près de 350 pips. Le taux de change euro-dollar, après avoir perdu 350 pips depuis le double top sous les 1,12 $, se stabilise sur ce niveau horizontal. C'est un niveau horizontal à 1,0863 $ qui a été défendu hier, notamment lors de la conférence de presse de Mario Draghi, le gouverneur de la Banque Centrale Européenne. Le marché se stabilise et va désormais attendre la réalité aujourd'hui des statistiques américaines. Ces statistiques américaines, je vous ai posté à 9h20 dans le chat le calendrier, l'indice des prix à la consommation, les mises en chantier de logement et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan au mois de juillet, 14h30 et 16h. Ce sont les statistiques que nous allons suivre aujourd'hui aux États-Unis. Alors à court terme, voilà comment les choses se passent. J'estime qu'on a par contre ici donc une première résistance à 1,0960. Par contre, la résistance swing, la résistance en données journalières, c'est 1,0970, indice dollar. Pour l'instant, donc, c'est ce que nous suggère ici l'analyse technique. Peut-on exploiter à nouveau les 1,0916 $? C'est une résistance.
Dès lors qu'on envisage de l'exploiter, cela signifie que le stop est juste au-dessus. Et si elle est débordée, eh bien la position est stoppée et le marché ira chercher la prochaine résistance. Anticiper la cassure d'une résistance, ce n'est pas le cas. Pour des stratégies d'achat, c'est sur support. Le premier support, c'est 1,0960. Mais exploiter un support en tendance baissière diminue la probabilité qu'il fonctionne. C'est donc vraiment comme ça que les choses s'articulent, la tendance, les niveaux de prix et la probabilité que ces niveaux de prix agissent. Mais au-delà de la probabilité, surtout, où mettre son stop. Le stop, pourquoi? C'est la gestion du risque, c'est majeur. Aucune position ne se conçoit sans stop. Donc un range à court terme entre 1,0863 et 1,0916 dollars ici sur le taux de change euro-dollar. Les autres paires majeures, alors je vous ai proposé une analyse technique du taux de change GBP-USD. Donc je reste fermement enclin à penser que la dynamique au sein de ce canal peut se déployer. Le dernier retour sur support, c'était hier, durant la session européenne. Le retour sur les 1,0550. Je vais tenter de finir de vous convaincre de l'importance de ces 1,0550. Je suis cette fois-ci sur les graphiques, sur les bougies japonaises en données journalières du GBP-USD, le câble. Et regardez donc l'importance de ce pivot. C'était un pivot horizontal en février, à nouveau en mai, à nouveau en juin, et donc à nouveau maintenant. À chaque fois que le marché le traverse, c'est à la faveur de grands corps. Et puis derrière, on a une phase de tendance. Donc, je pense que le GBP-USD, aujourd'hui, peut potentiellement déborder cette résistance. Alors, je vais revenir ici. C'est pas fait, je n'anticipe jamais la cassure d'une résistance, mais une clôture horaire au-dessus des 1,5667 et on rejoindra le haut de canal à 1,5750. Donc, on était sur support hier, on revient sous résistance. Si vous avez acheté le support, prenez 50% des bénéfices. La toute première clôture horaire, et la prochaine clôture horaire c'est à 10h, au-dessus des 1,5660, et ce marché prendra potentiellement, selon l'analyse technique, 80 pips supplémentaires pour rejoindre les 1,5750. Donc on teste ici une résistance très importante. Objectif atteint sur l'USD Yen, c'est désormais le bon timing pour prendre des bénéfices. Objectif atteint, pourquoi? Structure validée lundi dernier en épaule, tête, épaule, cassure de la ligne de coup. Le pullback, c'était mardi, engageant cette cible à 124,38. Le marché a fait 124,23 et est en train de temporiser. Alors, faut-il croire que c'est la fin? On s'est approché de l'objectif de cours, c'est un fait. Reste que, tant que le premier support à 123,72 tient, il est susceptible à nouveau de fonctionner et d'être acheté par le marché. Étant donné que j'envisage sur les actions de la zone euro cet été et sur le marché actions US cet été de nouveau plus haut, et je parlerai des marchés actions US cet après-midi, puisque nous sommes toujours en plein cœur de la saison des résultats trimestriels. D'ailleurs, selon Bloomberg, sur les 50 sociétés du SP500 qui ont publié, 73% d'entre elles ont battu le consensus. Le VIX s'effondre, le marché reprend clairement l'appétit pour le risque. On a eu Google hier soir, la semaine prochaine on a Apple. J'en reparlerai des résultats d'Apple parce que c'est la première capitalisation boursière mondiale, et ça j'en reparlerai en début de semaine prochaine. Donc sur l'USD Yen, oui, on peut encore utiliser 123,77 pour se positionner. Mais si vous avez participé à toute la hausse du marché dans la structure en épaule, tête, épaule, prenez des bénéfices. Éventuellement, si le marché revient sur ce support, on peut se repositionner. Et par contre, ce qui sera décisif, c'est lorsque les cours vont s'attaquer réellement au 124,38. Et là, si ça passe, on pourra revoir le niveau des 125,80. Et pour le moment, on n'a pas encore exactement testé le niveau. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Alors, quelle paire majeure je n'ai pas encore étudié? Ah oui, les dollars des antipodes, le taux de change AUD-USD et le NZD-USD. Les données de notre Speculative Sentiment Index indiquent toujours une majorité d'acheteurs sur ce marché. La contradiction positive de momentum n'annonce pas la fin de la baisse, mais la modification du rythme de marché, l'angle de la tendance. La tendance reste baissière, sauf qu'elle est passée d'un angle à 70 degrés à un angle inférieur à 40 degrés. Donc c'est uniquement ça, le momentum, l'indicateur RSI. Uniquement l'angle d'une tendance. Ce sont des signaux d'alerte, ce n'est pas un signal de trading. Cet indicateur ne donne pas de signal de trading. Il alerte
Il permet de gérer ses positions. Je vous proposerai la semaine prochaine à nouveau un webinaire sur l'indicateur technique RSI. On va le programmer. Aujourd'hui, on va vous proposer demain, cet après-midi, les toutes prochaines émissions. Le taux de change AUD-USD, je retire ici cette ligne. Voilà dans quoi il évolue. Un canal. L'idée, c'est bien sûr de continuer d'exploiter la partie haute de ce petit canal en données 4 heures pour adopter donc des stratégies de vente. Au moment où je vous parle, on est en plein milieu du canal, donc c'est pas évident. Malgré tout, on a ici une toute première résistance à 0,6436 qui a donc été formée par le marché. Toute première résistance à 0,7436. Mais bon, on est en plein milieu du canal, donc forcément en plein milieu d'un canal, malheureusement, ça va être compliqué d'envisager des stratégies. Le NZD-USD a atteint un objectif de cours majeur. On est dans un bas de canal, prenez des bénéfices. Je vous montre, même si c'est baissier. Faut pas acheter par contre. Regardez, c'est cette zone-là, lorsque je vous montre les bougies en données mensuelles, on enchaîne quand même 3 mois consécutifs de baisse, c'est hyper baissier. Et ça a toujours toutes les bonnes raisons de baisser. Alors là par contre, si vous avez été dans la baisse récente, regardez, on temporise dans un bas de canal. C'est ce canal en place, un vieux canal, hein, un canal de baisse, imaginez, en place depuis le début du mois d'avril dernier. C'est tellement baissier qu'on colle dans la partie basse, qu'on rejette sous la médiane qui est représentée ici donc en couleur noire. Je vais un peu forcer le trait qu'on la voit davantage. Mais donc voilà, alors là par contre on est dans la partie basse du canal, on fait un range à court terme, mais voilà, l'idée c'est quand même de savoir prendre des bénéfices lorsqu'on est dans la partie basse d'un canal baissier ici donc sur le taux de change NZD-USD. Alors maintenant on en passe au marché action de la zone euro. J'ai tenté de prendre du recul en expliquant que cet été, donc à horizon mi-septembre, ce marché ira plus haut. Je reviens sur le mouvement récent, un mouvement hyper haussier. Le marché a gagné près de 13 ou 14% en ligne droite, a atteint ici sur le CAC et le DAX, alors d'abord sur le CAC, une première cible que j'envisageais, les 5150. Nous avons à court terme l'amorce d'une phase de prise de bénéfices extrêmement réduite, hein. Enfin, c'est rien du tout, quoi. On perd quoi? On perd 0,8% après en avoir gagné 13%, donc c'est du bruit. Ce bruit d'ailleurs est alerté ici par une contradiction positive de momentum. Moi ce que je vous invite à faire, c'est attendre un retour sur support. J'estime que la zone support comprise entre 5056 et 5095 est une zone d'achat sur le CAC. Donc le CAC 40, ma zone d'achat, c'est tout ce que le marché va coter entre 5056 et 5095 pour viser cet été les 5280 points. Donc si le marché retourne dans cette zone de support, ce sera juste parfait pour une stratégie d'achat. À court terme, on est en train de faire un double top, un petit double top sous les 5150. Alors j'en calcule l'objectif théorique, ce qui nous ramène, où ça? Regardez les extensions de Fibonacci, dans la zone d'achat. Où va s'arrêter la consolidation? Strictement aucune idée. Soyons honnêtes, personne n'a de boule de cristal. Mais nous avons des scénarios et des niveaux de prix. Je pense que le marché peut se remobiliser à l'achat. Dans cette zone-là, en tout cas, c'est celle qui m'intéresse. Ce qui ne signifie pas qu'il faut vendre pour viser le support. On ne peut pas shorter un indice boursier européen. Éventuellement en hyper intraday, mais à tout moment, ça peut se repositionner à l'achat. D'ailleurs, on va quand même positionner ce niveau horizontal, puisqu'en réalité, on a à très court terme en données horaires un rectangle entre 5115 et 5150. Alors, si on sort par le bas du rectangle, le marché en effet se dirigera à nouveau vers 5056, 5095, zone d'achat parfaite, si le marché revient à l'intérieur. Donc laissons l'indicateur se dégonfler et au moins revenir sur la zone des 50. À court terme, on fait un petit canal, pour l'instant horizontal. Mais l'idée, c'est que voilà, on a ici les précédents tops de juin. Donc voilà, tout ce qui est entre 5056 et 5095, c'est réellement ce qui m'intéresse. Et j'ai globalement la même lecture sur le DAX, mais ce sera plus propre. Le DAX consolide légèrement à court terme après avoir atteint cet objectif à 11 795. Il y a ici une contradiction négative de momentum qui est bien visible sur l'indicateur technique RSI, qui montre que ce marché rentre donc à court terme dans une phase de prise de bénéfices, que j'établis comme ça, légère de consolidation. 11 633 points, c'est un parfait support pour une stratégie positive. En réalité, la zone, à l'image des 5056, 5095 sur le CAC, c'est la zone
ici sur le DAX qui se trouve entre 11 567 et 11 633. Ce que j'estime être une très bonne zone pour prendre une position longue. Donc celle qui est comprise entre 11 567 et 11 633 sur le marché action allemand. Et je pense que là on peut y aller. Donc voilà. Mais déjà 11 633, c'est un niveau de prix qui est susceptible de faire réagir le marché action allemand. Alors les paires majeures, l'analyse, je viens de vous la donner. Le CAC 40, le DAX, on peut revenir sur des niveaux de support qui sont en deçà du niveau du marché. Donc je vous invite notamment à surveiller donc 5056, 5095 et 11 567, 11 633 si le marché revient dessus pour des stratégies positives. Le taux de change euro-dollar qui est désormais dans un range entre 1,0863 et 1,0916 et qui va attendre les statistiques européennes, le Bund qui monte parce que les taux obligataires baissent au sein de la zone euro, parce que la Banque centrale est là et que la Banque centrale européenne va continuer de racheter des titres souverains au sein de la zone euro. L'once d'or qui teste un support important, c'était un objectif évoqué, les 1142 $, mais je peux comprimer, regardez, c'était aussi ce niveau horizontal. Là aussi, on sent que l'once d'or attend les toutes prochaines statistiques américaines. Première résistance sur l'once d'or qui s'établit à 1152 $, la partie haute du canal de baisse. En cas de statistiques US solides et de hausse du dollar américain cet après-midi, il y aura un scénario de cassure des 1142 $ pour retomber ici en direction donc des 1130 $ sur le XAU USD. Quant au pétrole, je vous ai proposé tout au long de la semaine un scénario négatif, une jambe de baisse, une phase de transition latérale avec l'exploitation de la résistance à 54 $ pour gérer son risque, à savoir mettre le stop au-dessus pour envisager davantage de baisse et viser 50 et 47,16. 50 on y est presque. Si on casse le plus bas, la partie basse du rectangle, ce marché se repliera en direction des 47,16, ce qui soutient naturellement la baisse du dollar canadien et donc la hausse de l'USD CAD et du GBP CAD. L'USD CAD, le support à 1,29 a donc fonctionné. Le marché est monté à 1,2980. On temporise. Cet été, je vise 1,3060. Voilà pour le tour d'horizon swing des indices boursiers majeurs, des paires majeures, des matières premières principales. Cet après-midi, les marchés actions US, le dollar américain, mais il y a le morning meeting à 11 h, il y a le 13h des day traders à 13 h, bref, je vais être encore avec vous tout au long de la journée. Vos questions, elles sont là, je les poste toutes. Et je pense avoir répondu à toutes les questions, puisque oui, en effet, le CAC et le DAX vont consolider. Il y a des petites divs intraday, div ici sur le CAC, div ici sur le DAX. Je pense que voilà, 11 633, ça me plaît, et 5095, 5056 là pour les... Mais c'est vrai que le niveau des 11 633, allez, 11 600, 11 633, est un peu plus propre sur le DAX. Merci à toutes et à tous de votre participation, de vos questions. À partir de 11 h, le Morning Meeting d'EliFX, l'émission phare où on panoramise tous les marchés. Et je reviendrai à 11 h sur les résultats donc, du vote au Bundestag allemand sur le troisième plan d'aide octroyé à la Grèce. Merci à toutes et à tous et à tout à l'heure.